Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, de nous préférer sur Espace TV, bienvenue à toutes et à tous. Les ministres de la République continuent de se succéder à l'hémicycle pour défendre le budget de leurs départements respectifs. Zoom sur cet exercice démocratique devant les élus du peuple. Le désormais ex-haut représentant du chef de l'État était face à la presse ce mercredi. Sylvia Touré est revenu de long en large sur les raisons de sa démission et les différentes crises qui secouent le pays. Et puis le Sili national handball dames de Guinée jouait hier son dernier match de classement face à l'Algérie dans le cadre de la 23e édition de la Coupe d'Afrique senior de handball. 4 ministres du gouvernement Kassori ont présenté leur budget à l'occasion de la session ordinaire de la loi des finances 2019. Le ministère de la Défense nationale, le ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique, le ministère de l'Action sociale et celui du département des postes et télécommunications et de l'économie numérique. Après les exposés, les députés ont fait leur appréciation. Ils sont interrogés par Macky Sall. Si les forces de défense sont dans la rue, l'armée est dans la rue, c'est que la gendarmerie et la police sont incapables. C'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Mais pour valoriser notre armée, nous avons demandé purement et simplement au ministre de la Défense nationale vraiment de faire entrer les militaires dans le camp. Ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays, ce n'est pas bien pour l'image de l'armée guinéenne. L'armée guinéenne mérite mieux que d'être dans la rue pour le maintien d'ordre. Il faut former la police, il faut former la gendarmerie, il faut mettre des grands moyens pour maintenir l'ordre. Qu'il ne consiste pas à donner des armes de guerre à la gendarmerie, à la police contre les militants de l'opposition. Concernant le ministère des télécommunications et de l'économie numérique, c'est un ministère très technique, mais c'est vraiment un ministère de recettes. Nous nous sommes toujours plaints de la faiblesse des recettes engrangées à ce niveau. Nous pensons que des poches existent. Le ministre lui-même nous avait dit à un moment donné qu'il y a plus de 100 produits taxables. À l'époque, il était directeur général de la RPT, aujourd'hui il est ministre. Mais c'est bien de savoir aujourd'hui où on en est. Nous nous intéressons maintenant en tant que représentation nationale, effectivement, à la qualité de la dépense. Et nous avons regardé au niveau des recettes que l'État ne pouvait pas faire davantage, parce qu'il y a des moments où nous avons dû demander à l'État de revenir avec des recettes meilleures. Et l'État, effectivement, s'accordant avec nous, le gouvernement, est revenu avec des recettes meilleures. Mais cette fois-ci, nous avons compris que des efforts ont été faits pour mobiliser le maximum de recettes et ne pouvant pas couvrir l'ensemble des dépenses, le gouvernement est obligé de programmer dans son budget les priorités et quelquefois même les priorités des priorités. 3 autres ministres, 3 départements aux préoccupations différentes. Le ministère de la Pêche aux enjeux économiques, celui du commerce où tous les trafics sont constatés. Et le dernier, la jeunesse. Ce département ne produit presque pas, par contre, il consomme. Le seul point commun des 3, c'est la coupe budgétaire devant des députés dont les positions sont tranchées. Ils ont défendu leur budget de 2019. Mamadou Sadio Diallo, Alseni Kamara. Le constat saute aux yeux, les ministres qui se relaient à l'Assemblée nationale s'adressent à une salle presque vide. Les députés qui viennent n'attendent souvent pas la fin des travaux. Ils sont distraits, prompts à discuter sur des petits détails. Malgré tout, les ministres s'efforcent à lire leur budget, notent les remarques et parfois récriminations des députés avant de répondre. Le ministre du Commerce souligne que la farine saisie par les services du colonel Moussa Tchegoro Kamara était connue des autorités. Cette farine a été vendue aux enchères par la douane et je crois qu'une partie a été prise par la société Forêt Forte, puisqu'il semble que ce produit peut être recyclé pour être utilisé dans la fabrication des cols et des contreplaqués. Et le reste de la cargaison a été encore mis sous douane, apparemment dans la zone de Dabompa. Et c'est là que les services de Tchegoro ont saisi ce produit. La fraude, le trafic de produits impropres à la consommation, la piraterie, tout se passe dans le secteur du commerce. Des mesures correctives sont annoncées. Jusqu'à maintenant, on peut disposer d'un certificat de contrôle de qualité faux. On peut disposer
d'un certificat d'origine faux, on peut disposer d'une déclaration fausse. Et si nous harmonisons les procédures avec la douane, il restera bien entendu que personne ne pourra dédouaner un produit commercial de quelque nature que ce soit s'il n'est pas assujetti à la présentation et du certificat d'origine, et du certificat de qualité, et de la déclaration descriptive d'importation. L'autre ministère où un véritable mystère règne est celui de la pêche. Pourtant, les enjeux économiques sont énormes. Un autre département où la contestation est permanente est celui de la jeunesse. Un ministère qui consomme plus qu'il n'en produit. Malgré tout, les deux hommes qui sont à la tête de ces départements promettent des merveilles. Et puisque nous parlons de loi, retenez que la nouvelle loi sur la CENI a été rendue publique ce mercredi 12 décembre 2018. Cette nouvelle loi définit la structure de l'organe de gestion des élections en Guinée qui comprend 17 membres au lieu de 25 commissaires. Autre disposition qui pourrait être source de confusion, il est mentionné que ces commissaires seront issus des partis politiques, 14 dont 7 de la mouvance présidentielle et 7 de l'opposition, des organisations de la société civile, 2 représentants et 1 de l'administration du territoire. Mais les grincements de dents viendront sûrement de l'article 6 de la loi qui stipule que pour avoir un représentant au sein de la CENI, le parti politique doit avoir pris part aux 2 dernières élections législatives et présidentielles pendant la mise en place de la CENI et disposer de 2 députés au moins à l'Assemblée nationale. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions d'information. Sidya Touré a conféré avec la presse ce mercredi au lendemain de sa démission du poste de haut représentant du chef de l'État. Les raisons de sa démission, la situation sociopolitique du pays, l'éducation ont été entre autres débattues par le président de l'UFL. Le reportage signé Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Sidya n'est pas allé du dos de la cuillère pour peindre les véritables problèmes de la Guinée. Il estimait apporter son expérience durant ces 3 dernières années au poste du haut représentant du chef de l'État, mais impossible. Il renchérit pour dire que le mal de ce pays reste la malgouvernance. Oui, nous avons un problème de gouvernance en Guinée, il ne faut absolument pas l'oublier. Est-ce que cela se double d'autres questions telles que le leadership? Au fur et à mesure des débats, je crois dans les jours et les mois à venir, nous aurons à discuter de cela. Il a également dressé un réquisitoire sur la mauvaise gestion des ressources du pays. Pour lui, à cette allure, l'avenir réserve à ses concitoyens un temps où tout le territoire guinéen sera spolié de sa richesse. Que dire de l'éducation? Le président de l'UFR exprime son indignation. Il faut reconsidérer le problème de l'éducation. Il faut le prendre au sérieux. Il faut donner les moyens. Quand je dis les moyens, quand on dit en Guinée, les gens pensent à l'argent tout de suite. Non. Moyens humains, en investissement, en école, en repas, pour que le Guinéen de demain soit mis en place. Le Coréen, quand il a investi dans l'éducation et qu'il a donné aux professeurs cette possibilité, la Corée aujourd'hui trotte parmi les 5 ou 6 revenus les plus importants au monde et au niveau de l'innovation. L'UFR se déterminera au moment opportun sur le fichier électoral. Voilà comment le conférencier répond à la presse, laissant entendre tacitement son désaccord sur le mode de répartition des électeurs par région. Quand vous dites qu'on a un fichier biométrique et que vous avez 1 574 000 qui, eux, ne sont pas biométriques, vous vous demandez d'où ils sortent. Quand vous regardez aussi, vous regardez la répartition géographique, ça ne trompe pas. Les 0 Corée, c'est Cancan, c'est Corona, un peu à la baie. La réalité, elle est celle-là, c'est que ce fichier ne correspond pas au corps électoral de notre pays. Tant de questions abordées avec le désormais ancien haut représentant du chef de l'État. Ce qui le touche de plus, c'est le visage insalubre que présente actuellement la capitale, ce aux grandes dames de la population. Et suite à la démission du haut représentant du chef de l'État, les réactions au sein de la classe politique guinéenne se multiplient sous toutes ses formes, de la mouvance présidentielle au groupe parlementaire des libéraux démocrates en passant par les républicains. Chacun fait sa lecture du temps passé par Sidya Touré dans cette collaboration depuis près de 3 ans avec le président Alpha Condé. Makiso, Djibril Kamara. La crise profonde que mentionne Sidya Touré dans sa lettre de démission ne date pas de maintenant, indiquent la plupart des députés de l'opposition. À l'Assemblée nationale,
Les députés issus de l'Union des forces républicaines UFR ne manquent pas de mots pour défendre ce revirement qui intervient après 3 ans à la tête du poste de haut représentant du chef de l'État. Le président de l'UFR a accepté ce poste. Le président de l'UFR a démissionné de ce poste. Mais il a bien dit que ce n'est pas un poste du parti. Ce n'est pas un poste de l'UFR. Ce n'est pas l'UFR qui a donné des instructions pour être là. Ce n'est pas l'UFR non plus qui demande de quitter. Le président de l'UFR a démissionné et puis toute affaire commence et s'arrête, en principe. La mouvance présidentielle, quant à elle, n'a pas de commentaire sur le fait que le haut représentant du chef de l'État quitte le navire à quelques mois seulement avant la tenue des législatives. Je ne suis pas Sidya Touré, ce n'est pas moi qui ai démissionné, mais tous les pays ont des crises. Chaque pays gère sa crise. Alors pour savoir quelles sont les raisons, pourquoi, quels commentaires, vous allez vous adresser à M. Sidya Touré. La démission de Sidya Touré va-t-elle être suivie de son retour au sein de l'opposition républicaine? Nous avons interrogé les libéraux démocrates sur cette question. Il est de la responsabilité de M. Sidya Touré de définir son positionnement. Quand on est leader politique, on a des ambitions. J'espère que l'ambition de M. Sidya Touré, c'est de se battre pour être président de la Guinée. Son ambition n'est pas d'être le haut représentant en ce que je cherche de Alpha Condé. C'est lui qui doit se définir selon le positionnement qu'on a en Guinée. On n'a pas le choix dans ce pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a deux choix, ou on est de la mouvance, ou on est de l'opposition. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, au moins 4 ministres se sont succédés devant les députés pour défendre leur budget sectoriel pour l'année 2019. Violence et culture de la paix en Guinée, c'est sous ce thème que s'est tenue ce mercredi à Conakry la journée nationale de concertation. Cette initiative de l'institution nationale indépendante des droits humains vise à donner une place prépondérante au dialogue pour la préservation de la quiétude sociale. Elle a regroupé les autorités administratives, religieuses et celles de la défense. L'INDH se dit préoccupé par la fragilité du tissu social en Guinée. Au regard donc des menaces qui pèsent sur le vivre ensemble, une concertation autour de la paix devient une nécessité selon le président de l'institution. L'institution nationale indépendante des droits humains souhaite servir d'espace d'entente et d'action commune en faveur de la paix et espère que cette journée permettra de lancer les bases d'un dialogue permanent entre toutes les composantes. C'est le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions républicaines qui a présidé la rencontre au nom du Premier ministre. Mohamed Lamine Fofana a exhorté les uns et les autres à œuvrer pour la paix. Donc, de par votre rencontre, de par les échanges fructueux que vous allez avoir, en vous disant la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sans acrimonie, sans haine, sans violence, je crois qu'on trouvera une esquisse de solution à la paix dont ce pays a vigoureusement besoin aujourd'hui. Abdul Sako, acteur de la société civile, pense que cette initiative de l'INDH est salutaire. La COGELPED, la structure à laquelle il appartient, compte bien apporter sa part de contribution pour une Guinée unie. Notre engagement, bientôt, nous faisons un travail de termite au fond. Actuellement, nous sommes en échange avec les différentes institutions de la République et des personnes ressources pour former un collège de personnalités qui connaissent la notion d'État, qui connaissent nos réalités socio-politiques et culturelles, qui vont dialoguer pour aborder la problématique du dialogue social et politique dans notre pays. D'autres concertations ont lieu sur la paix. Il s'agit de celle régionale initiée par la Commission provisoire de réconciliation nationale. Il s'appelle Pépé Antoine Lama et vient de décrocher le meilleur prix du concours international de plaidoirie organisé à Nouakchott en Mauritanie par l'Institut international des droits de l'homme. Son trophée a été présenté ce mercredi au siège du barreau de Guinée. Reportage Mamadou Saliouba, El Hadj Aliouba. Il affiche son sourire et son trophée obtenu à l'international. Maître Pépé Antoine Lama, ici à droite de l'écran, a honoré la Guinée au concours international des plaidoiries pour les droits de l'homme. Cette finaliste venue d'Afrique, d'Amérique et d'Europe était à Nouakchott pour le même prix. Tous ont échoué devant la Guinée. Et chacun avait 15 minutes pour exposer sa plaidoirie. J'étais la dernière personne
à passer. Dernière personne à passer et la première à convaincre le jury. Le jeune avocat, comme l'exige le concours, a plaidé sur un cas individuel de violation des droits de l'homme. Et c'est l'histoire d'un jeune élève de 17 ans touché par une balle lors des massacres de Zogota qui a tout précipité. J'ai plaidé sur la situation de feu Nazio Pascal Collier, une des victimes du massacre de Zogota, qui avait reçu une balle dans son épaule, qui n'a pas reçu des soins appropriés, qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement de l'État, qui n'a pas obtenu justice, qui malheureusement est décédé sans avoir connu la justice. Un homme de justice qui combat l'injustice et qui dénonce la volonté de l'État à ne pas rendre justice. Il dédie son trophée au barreau de Guinée et à tout le peuple. Son coach lui demande de garder les pieds sur terre. De considérer que ce qui est fait est peu par rapport à ce qu'il pourra faire dans la vie et de penser que ce prix n'est qu'un prix. Il y a d'autres prix en même temps liés aux droits de l'homme. Il y a d'autres prix que des avocats peuvent obtenir dans le monde entier et il peut encore en obtenir beaucoup d'autres parce que moi j'ai foi en lui. À travers ce trophée, la visibilité du barreau de Guinée est encore plus grande. Il compte poursuivre la lutte pour gagner d'autres prix. Le colloque sur le rapport national 2017 portant sur le développement humain durable en Guinée a démarré ce matin. C'est un rapport qui met l'accent sur la promotion d'une économie responsable, la préservation de l'environnement et la cohésion sociale. Une centaine de cadres de l'administration publique, des experts, des chercheurs et universitaires participent à cette rencontre. Les détails avec Alceni Bari, Yacouba Traoré. Cette rencontre va durer 2 jours. Elle va porter sur le rapport national 2017 sur le développement humain durable en Guinée. Il s'agit de proposer des recommandations pertinentes et opérationnelles aux décideurs de nature à renforcer la gouvernance, l'économie, la protection de l'environnement et surtout favoriser la paix et la cohésion sociale. Le choix du thème pour cette édition 2017 du rapport, à savoir développement humain durable et fragilité, est loin d'être fortuit. En effet, la Guinée est un pays dont l'évolution politique et sociale a révélé plusieurs situations de fragilité qui constituent des menaces permanentes à son développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est donc clair, ce rapport constitue un document de référence qui va contribuer dans la prise de décision, notent les autorités. Il en a résulté la nécessité de mettre l'accent sur des enseignements majeurs, à savoir une dimension économique qui prend en compte les indicateurs de développement économique, une dimension sociale qui capte la qualité de la vie et des problèmes d'inégalité, et une dimension environnementale qui associe des préoccupations liées à la protection de l'environnement. Sur ces aspects, les efforts déployés par le gouvernement doivent être poursuivis et amplifiés. À noter que ce rapport national de développement humain 2017 a été minutieusement étudié par un comité de lecture et largement partagé par des experts locaux avant de faire l'objet de ce colloque. Une centaine de cadres de l'administration publique, des experts, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers prennent part à ce rendez-vous. La Guinée abrite un espace de concertation entre les patrons des pays africains. Ce mercredi, cet espace d'échange a permis à ces patrons d'entreprises de discuter des problèmes de qualification des employés et l'amélioration du fonctionnement des entreprises à économie verte. Abdraman Ba, Alceni Kamara pour le reportage. Tout est parti d'un constat fait par le patronat guinéen sur la faiblesse du secteur privé. Cette rencontre des patronats africains va servir à tirer les leçons des expériences vécues dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale pour permettre la création réelle de l'emploi à travers l'économie verte. Il faut que ce soit dans une économie bien organisée qui donne des opportunités de créer des entreprises et aussi dans la société, puisque vous ne pouvez pas créer des emplois si les gens ne sont pas formés, s'ils ne sont pas éduqués, s'il n'y a pas les compétences nécessaires pour travailler. Donc tout ceci est lié. L'économie verte permet de créer de nouveaux emplois, mais aussi de former
tous ceux qui seront concernés par ça pour occuper ces postes et ces emplois de manière efficace. L'économie verte va permettre le financement des projets et l'organisation des séries de formations afin d'améliorer les compétences des ressources humaines. Il faudrait que nous-mêmes, on renforce nos capacités à monter des projets qui peuvent être financés et que nous puissions faire vivre de par nous-mêmes les réalités de notre situation par ceux qui débloquent les fonds. Alors, il y a d'abord une plateforme que nous allons tenter de mettre en place entre les pays d'Afrique de l'Ouest, les organisations patronales des pays d'Afrique de l'Ouest et ceux d'Afrique centrale, plateforme qui pourra contrôler, vérifier, suivre l'application effective des résolutions qui seront prises. Le patronat guinéen s'est fixé pour objectif l'amélioration du fonctionnement des entreprises et l'élévation du niveau de vie du Guinéen. Le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, poursuit la construction et le réaménagement des routes nationales et voiries urbaines. La quatrième étape de ce périple, c'est Kerouané, où de nombreux travaux ont été lancés. Il s'agit entre autres de la construction de 5 km de voiries urbaines, la réalisation du pont sur le fleuve Milo. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba signe ce reportage. Kerouané est l'une des préfectures les plus démunies en matière d'infrastructures routières en Guinée. La localité n'a aucun centimètre de bitume. Cette situation a attiré l'attention de l'État. Ce lundi, les travaux de réalisation de 5 km de voiries urbaines ont été lancés par le président de la République. Le département des travaux publics rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les ouvrages soient de bonne qualité. Vous savez, aujourd'hui, on ne fera aucun travail parce que le bitume coûte excessivement cher. Les ponts qui sont à réaliser sont très chers. Donc, un bureau de contrôle de signature internationale avec les bureaux de contrôle que nous avons aussi localement se mettent ensemble pour pouvoir superviser le travail, que ce soit un travail de qualité sur lequel on ne reviendra pas chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Mais nous pouvons promettre quand même à la population de Kerouané que les travaux qui ont démarré ne vont pas s'arrêter. Ensuite, la construction d'un pont de 85 mètres sur 10 mètres et demi, composé de 4 travées de 20 mètres chacune, sur le fleuve Milo, entre Kerouané et la sous-préfecture de Banankoro. L'ouvrage coûte près de 70 milliards de francs guinéens, financé par le Fonds arabe et la BADEA. Il est réalisé par l'entreprise Sintram pour un délai de 18 mois. C'est un pont poutre à double voie. Donc avec une capacité qui dépasse 70 tonnes, qui sera fait selon la dernière technologie. Donc je ne pense pas qu'il y aura des problèmes pour ce pont pendant les 60 prochaines années. Jusque-là, la traversée sur ces fleuves se faisait sur une barque et des pirogues de fortune, avec tous les risques que cela comporte. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Et si on entend qu'aujourd'hui que le président veut faire un pont d'ici encore là-bas, donc nous sommes très contents. Selon Moustapha Naïté, la route Kankan-Kerouané devrait bientôt bénéficier de 32 km de bitume. Et à partir du mois de février, la reconstruction du pont sur la rivière Diassa sous financement extérieur. Restons avec nos routes. Bientôt, apprend-on la fin du calvaire des usagers de la route Kagbélé-Sonfonia. Les travaux de construction de la voirie urbaine ont effectivement repris à la commande l'entreprise Gecopress. Le ministère des Travaux publics, pour s'en convaincre, a fait une visite de terrain ce mercredi. Il a par ailleurs exigé le respect du délai contractuel. Malik Sangiana Kamara, Koryabo Kourba. Lancés depuis 2012, les travaux de construction de la route Kagbélé-Sonfonia ont été plusieurs fois arrêtés. Ils ont à nouveau été repris avec l'entreprise Gecopress. L'entreprise rassure cette fois-ci de rester dans le délai imparti. Bientôt le chantier va finir. Comme le directeur de projet l'a dit, nous avons eu pas mal de difficultés sur le terrain, à savoir l'occupation de l'associé par la SEG. On a eu à discuter avec cette société pendant au moins 2 ans avant de trouver une solution. Il y a également
l'occupation de l'emprise par certains riverains, tels qu'une station qui était totalement dans l'emprise. Mais aujourd'hui, tous ces problèmes sont totalement réglés. Il y a 12 cm de grave bitume d'abord, et ensuite la couche de roulement 7 cm de béton bitumineux. Donc les 12 cm de grave bitume, on va les finir dans 1 mois et demi, 2 mois. Et le béton bitumineux va continuer dans un délai de 2 mois, 3 mois derrière. Le ministre des Travaux publics, présent sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux, a insisté sur le respect du délai contractuel par l'entreprise Gicopress. Nous avons une fenêtre de 3 mois pour finaliser les grands travaux. En tout cas, l'objectif est que dans les 3 prochains mois, que nous puissions arriver à un niveau appréciable pour fluidifier le trafic, pour que les Guinéens souffrent moins et les populations de Conakry souffrent moins. Les usagers de la route, souvent confrontés à des difficultés dues au mauvais état des voiries urbaines, se réjouissent de la reprise de ces travaux de construction. Je ne fais que vraiment exprimer ma joie pour ce que je vois ce matin. Je me suis dit que c'est l'un des ministres qui tient compte des remarques qu'on lui fait. Le ministre des Travaux publics a aussi profité avec son équipe pour visiter le chantier Koya d'Abola, déjà en cours. Il devrait continuer sa tournée à l'intérieur du pays, où beaucoup d'autres besoins sont pressants en matière d'infrastructures routières. El Hadj Mamoudou Souma, l'autre contigui de la Basse-Côte de l'Abbé-Sagné, a animé une conférence de presse à son domicile de Dixine ce mercredi. Il est revenu sur la situation sociale qui prévaut dans le pays et particulièrement en Basse-Guinée. Cette autorité morale a invité le gouvernement à trouver une solution à la crise qui mine le secteur de l'éducation. Compte rendu, Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Le Kuntigui El Hadj Mamoudou Souma qualifie les déclarations de certaines personnes de situations déplorables qui, selon lui, portent préjudice à la paix, à la quiétude sociale et le bon vivre en commun des communautés vivant sur le territoire de la Basse-Guinée. Il faut rappeler également que ces déclarations se font en violation flagrante des lois et règlements du pays, sans réaction de l'autorité gouvernementale. J'interpelle tout un chacun pour œuvrer dans le sens du renforcement de cette collaboration pacifique léguée par nos dévanciers. Il y a moins de 2 semaines, El Hadj Serouna Souma est notre patriarche de cette même région de la Guinée, au cours d'une rencontre avec les cadres de cette partie du pays, affirmait que désormais il est interdit de vendre plusieurs parcelles à des étrangers. Pour son challenger, ces déclarations sont inquiétantes tout en rappelant que le droit de propriété est un droit garanti et imperturbable. El Hadj Mamoudou Souma s'est aussi prononcé sur la crise dans le système éducatif. Quiconque piétine l'éducation est un danger pour le pays. Est un ennemi, pas un adversaire, un ennemi pour le pays. J'en appelle au gouvernement. J'en appelle au gouvernement du président Alpha Condé pour rouvrir les négociations dans un bref délai avec les syndicats pour éviter une année blanche à l'école guinéenne. Le Kuntigui de l'Abbé-Sagné a invité le gouvernement et tous les acteurs politiques à la finalisation de l'installation des exécutifs communaux afin de décrisper l'environnement sociopolitique du pays. Un peu de retard, certes, mais la deuxième édition de la journée des auditeurs est bien en marche. Elle a été lancée ce mercredi sous le haut patronage du médiateur de la République et vise à responsabiliser les auditeurs dans leurs interventions. À cette occasion, une formation a été lancée pour les auditeurs. Le reportage est signé Mohamed Valek Touré, El Hadj Aliobar. Les propos des auditeurs sont parfois violents et belliqueux. Certains affichent publiquement leur appartenance, d'autres passent de mauvaises informations. Pour soigner leurs propos et promouvoir la paix, les journées des auditeurs sont lancées. C'est quoi une information? Comment faut-il la prendre? Les organisateurs expliquent tout pour éviter à la Guinée ce qui s'est passé au Rwanda. Des propos que ces auditeurs tiennent très souvent ne renforcent vraiment pas le tissu social. Ils essayent de le dégrader, de le fragiliser au fur et à mesure.
Donc nous on s'est dit en tant qu'homme de médias, en tant que structure organisatrice, de prendre notre bâton de pèlerin et pouvoir contribuer à notre manière pour le développement socio-économique de notre pays. Un mot peut tuer, un mot peut guérir. C'est le thème choisi cette année. Et pour ce premier volet de formation, ce sont les auditeurs qui sont concernés. Devant un spécialiste, ils apprennent des notions en matière de communication pour être beaucoup plus responsables à l'antenne. Ce qui sort de nos bouches a des impacts sur la vie de la société. Donc nous devons tous faire attention à ce que nous prononçons devant les micros, dans les studios, sur les antennes. Parce que tout ce que nous disons a des impacts. Ça peut avoir des impacts positifs comme des impacts négatifs sur la société. Les journées des auditeurs sont à leur deuxième édition cette année. Elles comptent responsabiliser les auditeurs. Des journalistes animateurs d'émissions interactives seront formés eux aussi au même titre avant la clôture prévue ce vendredi au Palais du Peuple. Et mot de sport, dans cette édition d'information, le Sili Handball Dames de Guinée jouait hier son dernier match de classement face à l'Algérie dans le cadre de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors de Handball. Nos dames étaient face à l'Algérie dans la salle de gymnase Nicole Oba de Brazzaville. Les Guinéennes se sont imposées 34-22 et rentrent au bercail avec une 7e place. Notre envoyé spécial depuis Brazzaville, Moussa Kamposoma. Dans cette rencontre, les Guinéens jouaient pour sauver l'honneur et avoir un bon classement à l'issue de cette compétition continentale. Battus par la Tunisie à la recherche d'une 5e place, les Guinéens cherchaient la 7e place face aux Aigles d'Algérie. Lors de la première période, les filles guinéennes sont rentrées dans les vestiaires avec un avantage de 18-10, soit 8 buts d'écart. Dès après la seconde explication, les Guinéens ont mis une forte pression sur les Algériennes en marquant assez de points dans ce match de classement. La capitaine et ses coéquipières n'ont rien relâché face à l'Algérie. Oui, forcément, vous demandez à n'importe quelle joueuse, je pense, entre finir à la 7e place et à la première place, il y a une différence. On va pas se satisfaire de cette 7e place, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est sûr qu'on est venu là pour apprendre, on peut pas... Avec une équipe jeune, c'est une nouvelle équipe qui s'est construite là en si peu de temps, on n'a pas fait beaucoup de stages ensemble, on ne pouvait pas espérer, je pense, mieux, mais voilà, déçu oui, mais... on va travailler pour les années à venir. Comme on dit, c'est sur du long terme. On n'était pas venu faire un coup et tout arrêter. Les Guinéens rentrent à la maison avec à la clé une 7e place en poche suite à sa victoire méritée sur l'Algérie 34-22. Une bonne information, c'est la Guinéenne Namizata Nami Fofana qui a été élue meilleure joueuse de cette rencontre. Ainsi donc s'achève, mesdames et messieurs, cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Yacouba Traoré était présent. À la régie, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi au bout de votre doigt sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.